Bonjour Guillaume, bonjour Sabrina. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer au congrès Vers l'amour conscient que l'Université de l'amour organise. Avec grand plaisir. On est vraiment ravis de t'accueillir. Voilà, je sens que Sabrina a plein de choses à dire. Donc, Oui, on est très très heureux et en fait, on a pensé à t'inviter suite à la lecture de ton livre, donc Femme éclairée, femme éclairante, qui est assez récent puisqu'il a été publié l'année dernière, je crois, c'est ça? En janvier, en janvier 2021. Janvier 2021. Voilà, et on est ravis de t'accueillir. On a plein de questions à te poser. On on va a, essayer de se limiter. on met le livre là rapidement, voilà, Femme éclairée, femme éclairante, qui est publié chez Librinova. En fait, c'est un livre dont on est tombé, comment dire, enthousiaste, amoureux. Voilà, il est tout corné, il est plein de ratures partout, parce qu'on a énormément apprécié, qu'on a donné à beaucoup de gens à lire. Oui. Voilà. Alors, le sujet de l'interview, c'est exactement l'intelligence émotionnelle comme voie d'accès au féminin conscient. Exactement, tout à fait. C'est le titre que nous avons choisi. Moi, je tiens à vous remercier également de me proposer cet échange et de me donner l'opportunité de transmettre autour de ce thème qui me tient à cœur et puis aussi d'avoir parlé avec tant d'enthousiasme de mon livre. Ça me touche beaucoup. Alors aujourd'hui, Valérie, tu travailles en tant que thérapeute, c'est ça, et tu as créé ta propre école. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots de ton parcours, te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Donc, mon parcours initial, je suis issue en fait de l'enseignement. J'ai toujours travaillé dans la transmission. Ça m'a toujours tenu à cœur. Donc, j'ai été professeure de communication dans l'éducation nationale pendant une bonne vingtaine d'années auprès de publics très variés. Et puis, chemin faisant, de manière à pouvoir aider les élèves que j'accompagnais, j'ai cherché beaucoup sur les aspects de la gestion des émotions, la communication bienveillante. Et donc, je me suis formée à l'intelligence émotionnelle, à la communication bienveillante et assertive. Et j'ai quitté l'éducation nationale en 2010, si ma mémoire est bonne. Et j'ai fondé la Phil Academy en 2013, qui est une école donc, de développement de l'intelligence émotionnelle. Et j'accompagne également en individuel puisque je suis thérapeute comportementale. Et donc, je travaille avec tous les concepts de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Et pourquoi le féminin conscient? Parce que j'ai commencé mon parcours avec des ateliers autour du féminin et ça s'appelait à l'époque l'atelier Féminin en 2010. Donc, j'ai commencé par des cercles de femmes. Voilà. Quand on lit ton ouvrage, alors juste peut-être rappeler que ton livre s'articule en fait en trois temps de manière systématique. Chaque chapitre débute par un aspect autobiographique, tu mets le focus sur un épisode particulier de ta vie, à un âge particulier, et puis ensuite on a une synthèse des enseignements appris à ce moment-là, et puis ensuite on a des exercices sur ces thématiques-là pour pouvoir travailler sur soi. Donc c'est à la fois un ouvrage de découverte et un ouvrage d'apprentissage, c'est vraiment ce qui fait sa force, sans compter qu'il est magnifiquement écrit et très agréable à lire, donc ça aide aussi. Et du coup, on a un petit peu ta biographie dans cet ouvrage. Oui. Et si on devait résumer, on pourrait dire que tu es une enseignante et une voyageuse. Ah, c'est bien dit, ça me plaît beaucoup. Oui, une enseignante un peu nomade. Effectivement, le voyage, pour moi, le voyage à travers le monde, ça rejoint le voyage intérieur. Il n'y a pas tellement de séparation entre les deux. C'est vrai que je pourrais me qualifier d'exploratrice. Et l'exploration, c'est aussi la transmission pour moi, puisque si on voyage, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur, c'est aussi pour partager, pour découvrir l'humain. Je suis vraiment passionnée par la découverte de l'autre parce que pour moi, c'est tout un monde, c'est tout un voyage, une rencontre. Alors voilà, ça m'a toujours passé. Depuis toute petite, je suis avide d'exploration et de voyage tant intérieur qu'extérieur. Et je crois que le tout premier livre que j'ai acheté de moi-même, je devais avoir 7 8 ans, c'était un livre de philosophie, un peu de développement personnel avant l'heure, hein, parce que c'était il y a très longtemps. Mais c'est vrai, je me reconnais dans cette phrase que tu viens de dire, Guillaume.
Est-ce que tu peux nous parler de ce que représente pour toi la femme, le féminin, pardon, le féminin Oui. conscient? Le féminin conscient, oui, oui, Sabrina, avec grand plaisir. Alors, il y a déjà deux aspects dans ce libellé. Il y a le féminin d'une part et la conscience d'autre part. Et c'est vrai que c'est intéressant de définir les concepts. J'aime beaucoup les mots et j'aime beaucoup fouiller l'étymologie des mots. Et le principe féminin, je dirais d'ailleurs, je vais parler plus de principe féminin que de féminin en tant que tel, par choix de clarté, de simplification. Et pour moi, le principe féminin, c'est vraiment le principe d'accueil. C'est comme un réceptacle, le féminin, et c'est l'accueil aussi de l'amour, en fait. Et c'est une espèce d'énergie comme ça qui peut vraiment transmettre. D'abord, le principe féminin, c'est l'accueil de la vie, évidemment, hein, de manière assez biologique, je dirais. Et donc, c'est aussi un principe qui est étroitement lié à l'intuition, puisque de tout temps, les femmes ont été biologiquement programmées pour décoder les signaux subtils du bébé. Et donc, elles ont une intuition comme ça particulièrement développée qui leur permet en réalité d'être conscientes d'elles-mêmes et des autres. Et on verra que cette conscience, on l'a un petit peu perdue au fil du temps. On essaiera d'expliquer pourquoi. Mais je dirais tout de même que le féminin et la conscience, ça va presque de pair. Ça fonctionne ensemble. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de déconnexion au fil du temps. Cependant, nous avons cette aptitude naturelle, biologique, à être très consciente de nous-mêmes et très consciente d'autrui. Et on verra que ces deux principes-là font partie de l'intelligence émotionnelle, puisque les deux axes principaux de l'intelligence émotionnelle sont ceux-ci, c'est-à-dire la conscience lucide de soi et la conscience lucide de l'autre. Donc je dirais que le principe féminin, c'est à la fois une conscience intuitive de soi, des autres et du monde, et une énergie d'accueil. Donc aussi un accès privilégié à l'amour, hein, forcément. Et du coup, comment tu définirais le féminin non conscient ou inconscient? Alors, si je peux me permettre, avant de définir le non-conscient, on va peut-être définir le conscient, justement. La plupart des auteurs vont définir la conscience comme le fait d'être en pleine connaissance de quelque chose. La conscience, c'est une pleine connaissance et c'est aussi, du coup, une pleine responsabilité. Je crois que le mot-clé dans le féminin conscient, c'est cette thématique autour de la responsabilité. La responsabilité de quoi? Parce que c'est assez vaste, hein, comme concept. Eh bien, la responsabilité déjà de son univers personnel intime, donc de ses émotions, de ses besoins fondamentaux. La pleine responsabilité de ses interactions avec autrui, de ses choix de vie, de la place que l'on peut prendre. Tout ça, ça va permettre de nourrir cette conscience, ce féminin conscient, qui du coup sait qu'il a une place dans le monde. Le féminin conscient, il a un côté actrice de sa vie, je dirais. On peut être actrice de sa vie. Et les femmes n'ont pas toujours été conscientes de cela, tout simplement parce que cette conscience-là, elle a été coupée par l'histoire sociologique notamment, puisque finalement, le non-conscient, c'est la coupure avec d'abord ses besoins fondamentaux et ses ressentis. On parle souvent de la soumission des femmes au cours de l'histoire et ce qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai travaillé avec les femmes, c'est plutôt le thème de l'invisibilité. Finalement, je me suis rendu compte que l'ordre qui a été donné aux femmes, c'était d'être invisible. Invisible, ça veut dire dans l'ombre, bien sûr, d'une part. Ça veut dire invisible pour le monde, pour l'histoire, un petit peu en coulisses. Et ça veut dire aussi, finalement, pour moi, sans priver d'une parole authentique. L'invisibilité, elle passe beaucoup aussi par la privation d'une certaine forme de communication et d'un certain lien aux autres et au monde. Et c'est vrai qu'on le sait tous aujourd'hui, hein, beaucoup d'hommes sont célèbres pour leurs découvertes, pour leur innovation, pour, je sais pas moi-même, l'exploration du monde, la conquête de l'espace. Qui connaît les femmes qui ont participé à cette conquête de l'espace hein, par exemple. Et pourtant, on a un merveilleux film hein, qui a été fait là-dessus qui s'appelait Les figures de l'ombre.
et qui retraçait le parcours de ces 3 femmes merveilleuses dans les années 60, ces femmes américaines qui ont participé à la conquête de l'espace, des mathématiciennes qui ont vraiment œuvré pour cette exploration, sauf que, bien entendu, elles ne sont pas passées à la postérité, puisqu'on a fait cette injonction aux femmes de travailler, d'œuvrer, mais de ne pas se mettre dans la lumière. Et collectivement, je dirais, nous sommes un petit peu aussi nous-mêmes soumises à ces injonctions. Et parfois aujourd'hui, nous restons soumises alors que toutes les sociétés ne nous donnent plus cette injonction-là. Tout simplement parce qu'on a perdu cette conscience de notre puissance. Le féminin non conscient, c'est un féminin qui n'est pas conscient de sa puissance intérieure, qui n'est pas conscient de tout ce qu'il peut réaliser. On dit souvent que le principe masculin, c'est le principe créateur, c'est l'action. Et si je peux faire peut-être une petite nuance, pour moi, séparer le principe féminin du principe masculin, ça n'a pas tellement de sens, parce que ce qui fait le féminin conscient, c'est aussi le principe de non-dualité et le fait de prendre conscience que nous sommes tous à l'intérieur, principe féminin et principe masculin. On connaît bien les travaux de Jung autour de cela, toute la pensée jungienne qui a parlé pour cela du principe anima, c'est-à-dire le principe féminin en nous, et animus, le principe masculin. Et je crois que le féminin conscient, c'est celui qui émerge actuellement. Je suis très optimiste et je vois que tant chez les hommes que chez les femmes, nous ne sommes plus vraiment dans l'heure d'une revendication de pouvoir, ce qui a eu du sens, bien sûr, pour les femmes à un moment de l'histoire, et ce qui en a encore d'ailleurs du reste dans certaines sociétés, bien entendu, pour accéder à certaines places. Aujourd'hui, je dirais que l'enjeu, si l'on veut être dans le féminin conscient et également dans le masculin conscient, l'enjeu, il est plutôt en termes de puissance et de non-dualité. Ce qui fait la puissance, finalement, c'est une forme pour moi de pacification du principe masculin et féminin. Et la recherche de la paix et la tempérance étant bien sûr au cœur de l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment l'objectif de l'intelligence émotionnelle que de s'intégrer dans une philosophie de vie tempérée et où on va se sentir puissant. Donc, dans cette notion de puissance, il y a une notion d'état d'être et jamais de domination. Voilà. Et je crois que pendant des siècles, on a été dans une forme de rapport de force entre le principe féminin-masculin et qui est entré à l'intérieur de nous, dans notre vie psychique individuelle, également collective, et qui a pu créer beaucoup de dualité. Et je veux croire qu'aujourd'hui, justement, le féminin conscient et du coup le masculin conscient se rapprochent l'un de l'autre dans une quête de paix, dans une quête d'harmonie, dans une quête de puissance. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup depuis que je travaille avec les femmes, depuis le début de ces cercles de femmes, et puis aujourd'hui des ateliers mixtes, bien entendu, c'est de voir un petit peu cet élan vers une conscience lucide de soi et une conscience lucide de l'autre pour la recherche de la paix. Quand tu parlais, je évoqué beaucoup les cartes de tarot. La puissance dont tu parles, je fais penser à la carte numéro 11, qui est la force. Une femme qui ouvre la gueule d'un lion avec aisance, parce qu'elle est remplie de sa puissance intérieure. Vraiment. Ça c'est beau comme image, j'adore. C'est une image magnifique du tarot, et le tarot est ancien, et malgré tout, c'est bien la femme qui est désignée comme à l'origine de la puissance, et non pas l'homme comme on aurait pu l'imaginer. Donc, je dis ça parce que je sens dans tout ce que tu viens de partager là, quelque chose à la fois de très actuel et en même temps de millénaire, d'ancrer dans des tas de traditions, Gilles Liang, oui. etc. Plein de sagesse disent finalement ce que toi tu amènes aujourd'hui avec l'intelligence émotionnelle. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment, si j'ai bien compris, le féminin était conscient, il y a eu une coupure, quelque chose est en train de se remettre en place de manière naturelle, mais il y a aussi des voies particulières pour retrouver le conscient dans le féminin. Est-ce que tu peux nous parler du cheminement que tu proposes alors ? Oui, avec grand plaisir. Donc effectivement, ce chemin vers soi,
Alors bien sûr, il se fait aussi par la vie, hein, je dirais à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent que la vie aussi nous donne des occasions, des épreuves qui nous permettent de sentir il y a une déconnexion, il y a quelque chose qui n'était pas conscient. Je pense notamment au schéma de répétition qu'on peut tous vivre, où on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement dû au hasard, qui a l'œuvre de l'inconscient, hein, puisque l'inconscient essaie aussi de résoudre des choses, hein. En psychologie, on sait très bien que tout ce qui n'est pas dépassé, notamment les blessures de l'enfance, eh bien notre inconscient, il va avoir tendance à recréer ce qu'on appelle la scène dramatique, hein, dire à recréer un contexte similaire avec des protagonistes qui ressemblent aux figures de l'enfance pour essayer de dépasser et de mettre en conscience. Donc ça, c'est déjà l'œuvre de la vie qui nous aide, même si c'est parfois fort désagréable, mais pour peu qu'on s'arrête un peu sur l'épreuve vécue, on va pouvoir déjà avoir quelques indices sur la perte de conscience, hein. Quand il y a eu des traumatismes, on peut parler même de fracture au-delà de la perte de conscience. C'est Boris Cyrulnik, hein, qui a beaucoup travaillé sur la résilience, qui parle à ce moment-là de fracture psychologique. Par conséquent, pour partir sur le féminin conscient, il y a plusieurs dimensions. Il y a alors toujours la dimension individuelle, c'est-à-dire comment faire pour retrouver en soi ce qui est essentiel, à savoir le socle des besoins fondamentaux. Pour faire simple, on s'est rendu compte que chez tous les êtres humains, il y a deux besoins fondamentaux qui sont universels et qui se jouent dans la toute petite enfance, c'est-à-dire la sécurité d'une part et la liberté d'autre part, hein. C'est les deux besoins qui vont construire l'équilibre de l'enfant et pendant la période qu'on appelle la période de l'attachement sécure. Et en fonction de ce que l'on a vécu, en fonction de sa propre sensibilité, en fonction de son schéma familial, ces deux besoins vont être plus ou moins en équilibre et du coup vont être hiérarchisés par chacun de nous. Chez certaines personnes, c'est la sécurité qui prime, chez d'autres, c'est la liberté. Si on s'arrête un petit peu, on peut voir que dans toutes les relations, quand il y a des conflits, des petites tensions, eh bien, ce sont ces deux besoins qui cherchent toujours à s'ajuster. Si par exemple dans un couple, madame a vraiment la liberté en numéro un et monsieur c'est la sécurité, il y a fort à parier que quand ils vont dialoguer, ils vont pas parler depuis le même besoin. Et c'est juste une question, c'est pas qu'ils n'ont pas vocation à ne pas s'entendre, c'est juste qu'il y a une hiérarchie des besoins qui diffère et que c'est juste un réglage à faire et un dialogue. Donc, au-delà de ces deux besoins racines, c'est un peu la matrice de tous les autres besoins, chaque enfant va pour construire son équilibre, nourrir un socle de besoins fondamentaux psycho-affectifs. Alors j'ai coutume de dire il y en a une dizaine, grosso modo. Et ça m'a toujours interpellée parce que quand on pose la question à quelqu'un comme ça, de but en blanc, je le fais parfois avec un petit peu de provocation au cabinet en disant, ben, voilà, pour se connaître, vous allez me citer vos 10 besoins fondamentaux psycho-affectifs. Vous avez 10 minutes. Et donc, il est rare que j'ai une réponse tout de suite, qui émerge, qui soit évidente. C'est-à-dire qu'on se rend compte là qu'il y a un gros souci de conscience de soi parce qu'on ne nous a pas questionné là-dessus quand on était enfant ou adolescent. On ne nous a pas demandé quand on avait des émotions désagréables, des épreuves. Au fond, de quoi as-tu besoin pour te sentir mieux? Pour moi, c'est une question clé dans l'accompagnement bienveillant. Et on l'a rarement entendu. Et on se rend compte du coup qu'on n'a peut-être pas déjà été éduqué à la conscience lucide de soi. Que c'est important aujourd'hui, on a des techniques, notamment dans plein d'approches, hein, toutes les approches fonctionnent, et en particulier dans la thérapie comportementale, on a vraiment cette phase initiale où, avant même de s'intéresser à l'objectif que l'on poursuit, on va d'abord s'arrêter pour savoir qui l'on est, reprendre la conscience de soi. Quels sont les besoins fondamentaux qui sont vivants en chacun de nous? Quels sont ceux qui sont satisfaits dans notre période actuelle de vie? Quels sont ceux qui sont frustrés? Et comment peut-on les satisfaire en autonomie? Parce que ça, c'est vraiment pour moi une clé centrale du féminin conscient. Chez tout le monde, mais je dirais que l'histoire des femmes nous a poussé à la dépendance, hein, économique. Tout d'abord, nous étions dépendantes économiquement du père puis du mari, et que donc le féminin a été vraiment
poussé dans la dépendance ou dans la codépendance et a perdu l'autonomie. Or, sans autonomie, la conscience de soi est très difficilement accessible. L'autonomie, ça veut dire quoi fondamentalement? Ça veut dire je connais bien mes besoins fondamentaux, je connais bien mon univers émotionnel et je sais que j'ai les ressources pour trouver des solutions créatives qui me permettront d'équilibrer mes besoins fondamentaux. Je précise que l'autonomie n'est pas l'indépendance. Souvent, il y a un petit malentendu puisque après qu'il y a toute cette période historique sous le sceau de la dépendance des femmes, il y a eu bien sûr cette lutte pour l'indépendance nécessaire et nous avons toutes beaucoup de gratitude pour nos mères et toutes celles qui ont œuvré dans ce sens-là. Et ce fut un combat. L'indépendance est une revendication, c'est un combat, une lutte pour aller conquérir de nouveaux droits, du moins dans ma perception des choses. L'autonomie dépasse un petit peu ce stade de la revendication. L'autonomie ne se prive pas de s'appuyer sur quelqu'un, d'avoir besoin de quelqu'un, et c'est OK d'avoir besoin de son partenaire, d'amis à certains moments de sa vie, et c'est OK de fonctionner par soi-même, c'est OK de fonctionner avec les autres. Et de poser sa tête aussi sur l'épaule de quelqu'un de temps en temps. Il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de dualité. En fait, l'autonomie, c'est juste qu'on sait qu'on a accès à des ressources créatives. On peut y aller si on le souhaite. Et cette autonomie, elle permet de vraiment regarder en face ses besoins fondamentaux sans que ce soit souffrant. Parce que parfois, tant qu'on est placé sous la dépendance, si on regarde ses besoins fondamentaux, on se dit, mon Dieu, mais je ne sais pas du tout, j'ai personne autour de moi, j'ai pas de conjoint, j'ai pas de, je sais pas, je suis pas mère. Et là, du coup, on peut ressentir une douleur de dire, je n'ai pas les ressources pour satisfaire mes besoins fondamentaux. Parce que la perte de conscience, elle s'est située essentiellement là sur cette perte de conscience que nous avons tous, chaque être humain a bien sûr la capacité à satisfaire ses besoins en autonomie. Et ce principe féminin qui était complètement codépendant, en allant vers l'autonomie, se saisit de la question fondamentale de ses besoins spécifiques et de comment les nourrir. Donc ça veut dire aussi au-delà de ça, ça va très loin, parce que ça veut dire au-delà de ça, accéder à cette puissance de création aussi, être capable de trouver des solutions créatives, quelles que soient ses conditions de vie, même quand elles sont difficiles. Et bien sûr que nous ne sommes pas là dans une posture de naïveté. Bien évidemment que quand on est dans une phase de vie difficile, la question est plus épineuse. Ça va sans dire. Et c'est pour ça que je dis souvent, je souligne le fait que l'autonomie n'est jamais la solitude. Ce n'est pas le fait de dire je dois me débrouiller seul, surtout pas. C'est au contraire cette liberté que l'on s'octroie selon les phases de vie de dire ah ben là je vois bien que j'ai besoin de ressources extérieures. Comment je peux les fonder ces ressources? Comment je peux les développer? L'optique principale pour le féminin conscient, c'est de ne jamais avoir ce que j'appelle de dealer émotionnel. C'est-à-dire de ne pas avoir une seule source de satisfaction de ses besoins fondamentaux. Sinon, là, on va retrouver le féminin non conscient, c'est-à-dire pour moi, le féminin dépendant ou codépendant. Voilà, qui est très, très limitant et qui nous soumet au joug des injonctions et qui nous fait retrouver cette thématique de l'invisibilité et de la difficulté de porter sa parole libre, en fait. Valérie, dans ton livre, tu parles de lignée féminine, de Oui. femmes et de contre-lignée. Justement, ça m'évoque un petit peu ce que tu viens de dire. Et j'ai trouvé très beau le passage sur ta grand-mère paternelle, très Et émouvant, oui. avec l'impression peut-être que elle ne t'a pas donné peut-être un modèle de vie, mais un modèle de femme ou quelque chose comme ça. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette grand-mère très différente de ton autre grand-mère maternelle qui venait des Ardennes, je crois. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, merci de me donner l'occasion de rendre hommage à ma grand-mère Pascaline, que je porte dans mon cœur et qui m'a fondée, en effet, en grande partie. Et ça me permet aussi de prolonger, voilà, ce que je disais tout à l'heure, parce que j'avais parlé du plan individuel. Et pour les femmes, bien sûr, il y a le plan
familiale qui joue fortement la lignée des femmes, hein, nous sommes inscrits dans une lignée et que les femmes transmettent l'histoire souvent. Donc nous sommes vraiment imprégnés de notre lignée et en effet, dans l'approche en psychogénéalogie, on va distinguer les femmes qui s'inscrivent dans la lignée, c'est-à-dire qui vont être plutôt dans des missions de reproduction du schéma familial et donc qui vont reproduire des scénarios parfois fort désagréables, voire toxiques. Ça, c'est quand on s'inscrit dans la lignée des femmes. Et la contre-lignée, nous allons plutôt trouver des parcours de vie qui vont être soit dans une mission de rébellion, et donc là, on va prendre le contre-pied de l'histoire des femmes, et pour aller conquérir autre chose et rompre avec des schémas toxiques. Et la mission de réparation, qui n'est pas des plus faciles, mais qui est très courante, et qui consiste à réparer des ancêtres blessés, des lignées de femmes abusées parfois, soumises, et Dieu sait qu'il y en a eu. Et donc ces missions de réparation, elles peuvent donner des parcours de vie un petit peu compliqués parce que ça rejoint ce que je disais en préambule tout à l'heure, on va reproduire un contexte identique, un scénario, un contexte, des protagonistes qui ressemblent à des ancêtres. Et là, l'inconscient, il veut changer la fin de l'histoire. Et tant qu'il n'a pas réussi à changer la fin de l'histoire, il va reproduire la même situation. Hein, donc ça va donner des schémas de répétition qui peuvent être compliqués tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qui se joue. Et en effet, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, parfois, silencieusement, par leur vie, par aussi ce qu'elles ont traduit émotionnellement en silence, fut le cas de ma grand-mère qui par ailleurs n'avait pas forcément accès au langage, elle était analphabète, voilà, et donc qui m'a transmis énormément, je pense, qui m'a amené sur le chemin du féminin conscient avec quelques défis hein, au passage. Cependant, j'ai beaucoup de gratitude pour elle parce que elle n'a pas rajouté d'injonctions aux injonctions. Elle ne m'a jamais dit clairement bats-toi, sois indépendante, ce qui aurait pu, voilà, ce qui peut, hein, pour certains parcours de femmes aussi, donner des chemins de vie compliqués. C'était plutôt par tout l'amour qu'elle m'a donné. Justement, j'ai senti chez elle le principe féminin, le réceptacle, l'accueil, l'amour inconditionnel, l'enveloppement. Et ça m'a complètement imprégnée et c'est une chance incroyable d'être connectée à ça, puisque ça m'a permis aussi de faire un pas de côté et de voir son chemin si difficile, si lourd. Et elle m'a donné la force, en fait. C'est son amour, ce principe féminin, l'accueil, le réceptacle, qui m'a donné cette force. Mais je dirais peut-être une force qui a fini aussi par s'apaiser, même si c'est passé bien sûr par des combats. Et j'ai fini quelque part aujourd'hui, à l'âge que j'ai à 52 ans, je me dis, tiens, je l'ai rejointe dans cet amour inconditionnel, dans quelque chose qui se pose et qui dit, OK, on peut aujourd'hui avoir de la gratitude, rejoindre ce principe masculin. Et voilà, elle est toujours en moi. Et je crois que c'est très important, en effet, quand on parle du féminin conscient et de l'intelligence émotionnelle, d'inscrire aussi cette introspection en rapport avec sa lignée familiale et en particulier la lignée des femmes, de s'interroger. J'invite toutes celles qui nous écouteront à s'interroger sur le type de femme, de la lignée, les parcours de vie de ces femmes-là. Et ça peut vraiment nourrir la conscience de soi, la conscience lucide de soi. Je crois que toutes les femmes avant nous, elles vivent en nous aussi, hein, comme certainement le cas pour les messieurs, de la même manière d'ailleurs, hein, bien sûr. Une question que je me pose en t'écoutant parler de ta grand-mère, de cet ancrage magnifique dont tu as bénéficié petite fille et qui t'a permis d'avoir le sens de ce que pourrait être le féminin conscient très tôt. Il existe aussi des lignées de femmes, victimes, de femmes malheureuses, de femmes qui ont vécu plus de douleur que de bonheur, de femmes qui étaient pas forcément à leur place, etc. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que quand on n'a pas bénéficié, étant enfant, d'un ancrage comme ça, dans du féminin, du féminin sur la voie de la conscience, disons, est-ce que ça doit sans doute accroître la coupure dont tu parlais tout à l'heure et
est-ce que c'est possible à ce moment-là de retrouver la voie du féminin conscient? Oui, ça c'est une très très bonne question. Comment faire quand nous sommes issus d'une mère qui effectivement n'était pas forcément à sa place ou coupée, tellement coupée de son féminin conscient ou des forces de l'amour, puisqu'effectivement j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui, malgré les violences qu'elle a subies, ne s'est jamais coupée de l'amour. Ça, c'est très important de le dire. Or, pour certaines femmes, ce n'est pas possible. La coupure a lieu. Et oui, 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 fort heureusement, la résilience est possible. Tout d'abord par les rencontres que nous faisons. Nous rencontrons dans notre vie des tuteurs et des tutrices de résilience, donc des personnes qui vont nous permettre de recréer justement un attachement sécure, un attachement sain, puisque ces mères ne permettent pas l'attachement sécure. Hein. Une auteure en parle très bien, il y a une auteure que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Clarissa Pinkola Estés, qui a écrit Femmes qui courent avec les loups. Et à travers les contes, elle parle de ces mères et de ces femmes coupées, complètement coupées du féminin, réceptacle de l'amour et qui transmet l'amour. Elle parle de mères ambivalentes, de mères désorganisées. Elles existent, hein, ces mères-là, et en effet, elles ne vont pas pouvoir assurer l'attachement sécure de leurs filles et de leurs enfants. Et par conséquent, il est important à ce moment-là de pouvoir faire un travail sur soi ou d'avoir la chance de rencontrer des tuteurs de résilience, un ami, ça peut être un professeur. La résilience, l'espace de résilience peut être au sein du couple. Le couple, c'est un formidable espace de résilience au sein duquel peut se rejouer cet attachement sécure. Et c'est un chemin assez long, je dirais, parce que ça fait des dégâts considérables. Hein, l'attachement insécure, surtout s'il est désorganisé ou ambivalent, sont des formes d'insécurité assez problématiques. Ça va demander une reconstruction lente et la chance de rencontrer des tuteurs de résilience. Il y a la possibilité de faire un travail avec un professionnel. Et puis, ce chemin-là de retour à soi par l'intelligence émotionnelle, par la communication bienveillante. J'invite celles qui ont vécu ça à rejoindre aussi des cercles de femmes. Les cercles de femmes sont vraiment un espace thérapeutique extraordinaire parce qu'on va se reconnecter à du principe féminin, justement, qui va véhiculer ces vertus du non-jugement, de l'amour inconditionnel et de savoir qu'on peut être soi-même sans être jugé, sans être rejeté, sans être soumis ou maltraité. Voilà. C'est un chemin qui peut être long et qui est très important à faire parce que la résilience, elle se fait à tout âge, que ce soit à l'adolescence, à 30 ans, à 50 ans. Elle est accessible à tout âge, vraiment. Merci beaucoup pour cette précision. Euh, Valérie, il y a un mot que tu utilises beaucoup dans ton livre, c'est la sérendipité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ah oui, 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 ça c'est l'un de mes outils préférés parce qu'il est en pleine autonomie, on n'a besoin de personne, on n'a pas besoin d'aller voir un professionnel, on peut le faire par soi-même, c'est extraordinaire. Alors la sérendipité, eh bien, c'est une forme d'observation, de sagacité, d'observation fine des synchronicités, des indices qui sont semés sur notre route par le hasard, si tant est que le hasard existe, hein, donc je dirais plutôt les coïncidences. Et j'aime beaucoup la définition de Darwin, je crois, si je ne me trompe pas, hein, qui dit c'est trouver ce que l'on ne cherchait pas en cherchant ce que l'on ne trouvait pas. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'être très, très, très ouvert à l'imprévu, très ouvert aux opportunités que la vie, que l'univers, on peut appeler ça comme on veut, a prévues pour nous. Alors, c'est quelque chose qu'on étudie en intelligence émotionnelle, je le transmets aux praticiens que je forme parce que ça correspond à une fonction biologique hein, qui se situe quelque part dans le cortex, à l'avant ici, et qui rejoint la conscience lucide de la vie et des autres. Hein. Donc, c'est une petite partie ici qui a la capacité à se mettre en focus attentionnel. Qu'est-ce que c'est le focus attentionnel? C'est la capacité à aller récupérer des indices, des messages, des aspects du réel qui ont un lien plus ou moins évident avec ce qui est prêt à émerger en nous, avec une opportunité qui se prépare,
avec quelque chose qui est cohérent en fait pour nous, pour notre psychisme, que nous, on n'a pas forcément consciemment, je veux dire, verbalisé, on n'a pas forcément réfléchi dessus. Et la vie essaie de nous interpeller en disant, eh oh, il y a quelque chose qui t'intéresse ici. Donc, on va avoir comme ça une collection d'indices. Ce focus intentionnel, il est particulièrement développé en voyage. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le voyage. C'est une rencontre avec soi et une opportunité d'être sérendipitaire parce que quand on est dans un contexte hors de nos repères, hors de notre quotidien, le cerveau dont le job est de nous mettre en sécurité, il va exacerber le focus attentionnel pour qu'on puisse se repérer, s'orienter. Et donc, il va nous mettre plein de messages sur la route. Et c'est pour ça que j'invite toujours les personnes que j'accompagne quand elles voyagent, ou même d'ailleurs au quotidien, à avoir un petit carnet dans lequel, tout simplement, on va noter les indices qu'on collecte, tout ce qui nous interpelle. Ça peut être un titre de chanson, des événements en chaîne, je sais pas moi, des mots qu'on entend et qui nous interpellent sans qu'on sache vraiment pourquoi. L'idée, c'est de les noter pendant un mois et puis au bout d'un mois, de regarder un petit peu quel est le message qui se dégage de tout ça. Du coup, finalement, la vie devient notre coach, hein. Donc, on a, au bout d'un moment, on a les réponses au quotidien comme ça, juste en étant alerte et en étant attentif et sans chercher à... C'est peut-être ça qui demande un peu de gymnastique, sans chercher à interpréter trop vite ou à chercher que les signaux qui nous arrangent, en fait, hein. Donc la sérendipité, elle a donné lieu à la plupart des inventions, hein. C'est Fleming, hein, qui a oublié ses petites éprouvettes sur le rebord de sa fenêtre et quand il est revenu de vacances, au lieu de les jeter, il s'est dit « Ah bon sang, mais c'est bien sûr, voilà, j'ai trouvé la pénicilline ». Bon, je le fais schématique, je pense que c'était un peu plus compliqué que ça pour lui, mais c'est le principe, hein, tout le monde connaît la tarte tatin, le four micro-ondes, etc., etc. Et du coup... ça rejoint, Sabrina, un petit peu la question qui était posée tout à l'heure sur la résilience, parce que la sérendipité, pour moi, c'est quelque chose qui peut nous aider à faire résilience. C'est-à-dire, par exemple, quand on vit quelque chose de difficile et que c'est très compliqué à dépasser, ces périodes où on a des deuils à faire ou des épreuves vraiment difficiles, on peut se demander bah, si on peut vraiment même pas faire un travail sur soi parce que ça vient trop nous chercher, c'est trop douloureux. On peut se dire juste on lâche prise, on lâche tout et on va juste ouvrir un carnet et noter ce qui nous interpelle pendant un mois et on se dit bon ok, on va se mettre vraiment dans ce principe du féminin conscient, juste être dans le principe d'accueil, réceptacle et accueillir les signaux qui viennent à nous. Et essayer de finalement en quelque sorte demander le soutien de l'univers pour nous donner des réponses, pour nous guider, pour nous donner une orientation. Et ça va aussi permettre de nourrir une des compétences clés de l'intelligence émotionnelle. Il y en a 10, hein, 10 compétences clés. Enfin, il y en a plus que ça, mais on va dire 10 compétences principales. Et dans ces compétences principales, il y a l'optimisme, le fait de se dire qu'il y a toujours un petit point de lumière quelque part. Des fois, c'est très difficile de le voir, bien sûr, mais il y a toujours un petit point de lumière quelque part. Et la sérendipité, ça nous amène à essayer de déceler ce point de lumière, y compris quand c'est très difficile. Il y a toujours un petit point et au bout d'un moment, on va se dire, oh là là, je commence à comprendre. Et du coup, quand les choses commencent à avoir un sens global, et ça, c'est ce qu'on appelle en intelligence émotionnelle la conscience globale ou la méta-intelligence. Quand on a ce recul et qu'on voit se dessiner le puzzle, on a moins ce sentiment d'impuissance ou ce sentiment de grande injustice qu'on peut avoir avec certaines épreuves dans la vie. Et on commence à voir qu'on va pouvoir peut-être en faire quelque chose de créatif. Parce que la sérendipité, bien évidemment, l'objectif, c'est de créer quelque chose avec la sérendipité, avec ce qu'on a décelé. C'est de se dire, bon, ok, ça, je vais inventer quelque chose, une nouvelle façon de vivre, un nouveau chemin. Et du coup, la sérendipité permet d'avoir toujours une ouverture bout du tunnel, je dirais, quand c'est difficile, ou bien, eh bien juste des réponses ou une aide à l'orientation à certains moments de notre vie. Et c'est très porteur pour le féminin conscient parce que je pense à, par exemple, si dans certaines phases de notre vie, justement, on se sent peut-être un peu trop dépendante, on n'a pas encore assez de ressources, eh bien la sérendipité va nous permettre aussi de trouver des ressources supplémentaires. Elle va nous aider. Donc, hein, c'est important de savoir aussi qu'on est soutenu
par la vie. Et au-delà de la vie, c'est pas un principe mystique, hein, on est soutenu par nos capacités mentales et notre intelligence qui est bien plus importante que ce qu'on croit. Et c'est un peu l'objectif de l'intelligence émotionnelle que de nous faire prendre conscience de ça, hein, puisque toutes les expériences, les recherches qui ont été faites autour de l'intelligence émotionnelle depuis les années 80 ont démontré qu'à peu près 66% de l'atteinte de nos objectifs dépendent de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire de cette sagacité, de cette écoute fine de nos ressentis qu'on va mettre en rapport avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est la jonction de la conscience lucide de soi, de la conscience lucide des autres et de la conscience lucide de la vie, en fait. Hein, et le mot lucide, d'ailleurs, je l'ai rajouté et je tiens à dire que c'est Ilios Kotsu, qui est un auteur en intelligence émotionnelle que j'aime beaucoup, qui parle de lucidité. Et donc, je me suis voilà, autorisée à reprendre ce mot-là. Hein. Il a écrit un formidable livre, hein, Ilios Kotsu, qui s'appelle, d'ailleurs, j'ai oublié son titre, alors que je ne connais que lui, ça va me revenir d'ici tout à l'heure. Mais voilà, Ilios Kotsu, il nous a éloge de la lucidité, voilà, hein, qui nous a vraiment aussi donné plein de clés pour accepter ces états d'inconfort transitoire, parce que c'est vrai que cheminer vers le féminin conscient et vers la conscience de soi, hein, il peut y avoir un état d'inconfort transitoire à aller regarder au fond de soi ce qu'il y a, à aller découvrir ses besoins. Et la sérendipité peut nous aider à aussi mieux supporter ces phases d'inconfort quand on travaille sur soi. Quand je t'écoute parler de sérendipité, j'entends beaucoup le lien entre la personne et l'univers. Et du coup, je me pose la question, est-ce que l'intelligence émotionnelle, c'est une sorte de voie vers une forme de transcendance au moins ponctuelle, ou enfin, quel est le lien entre la spiritualité et l'intelligence émotionnelle? Oui, j'aime beaucoup ce mot de transcendance, hein, puisque ça évoque l'accès à des ressources élevées, justement. Oui, oui, tout à fait. C'est une forme d'élévation spirituelle, une forme d'élévation de conscience, je dirais. Euh, oui, d'élévation et d'élargissement de conscience. C'est-à-dire vraiment cette capacité à prendre beaucoup de recul. On appelle ça la métaconscience. Hein. Méta, ça veut dire global. Donc, de vraiment pouvoir prendre du recul et de la hauteur sur les choses, sur sa propre vie, en tant qu'individu, aussi réfléchir à sa place en tant qu'individu dans le monde, en fait, dans la société, dans le monde, auprès des autres. Donc, transcender peut-être l'individualité et aller aussi vers cette notion de collectif. On parle d'ailleurs en intelligence émotionnelle d'intelligence émotionnelle collective, c'est-à-dire que quand on travaille pour soi, je pense qu'on ne travaille pas que pour soi en réalité. On travaille aussi pour transmettre aux autres, nos enfants, nos proches, nos amis, les gens que nous accompagnons, mais pourquoi pas aussi quelqu'un que nous découvrons pour la première fois. Et je pense que la transcendance, elle est plus que jamais importante aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'on a des grands défis en ce moment, et ça peut nous aider à, à cheminer en restant dans le principe de paix cher à mon cœur, parce que je crois fondamentalement que l'intelligence émotionnelle, qui repose beaucoup sur la communication bienveillante et assertive, elle vise à transcender aussi les conflits, les problématiques pour voir plus loin et plus haut que soi. Et finalement, je crois que le féminin conscient peut beaucoup aider parce que le féminin conscient repose sur le maintien du lien. Les chercheurs ont bien montré la différence entre le principe féminin et le principe masculin, et c'est ancestral, ça date de la préhistoire évidemment. Hein. Ce qui était très important pour la survie de l'espèce, pour les femmes, c'était le maintien du lien à tout prix. Et pour les hommes, l'action, hein, pour aller à l'extérieur, en quête de nourriture, hein, voilà, pour nourrir le clan. Donc, les chercheurs ont bien démontré par des expériences dans les groupes que ce qui prime pour le féminin, c'est le maintien du lien. Et donc, le féminin conscient, justement, il peut beaucoup nous aider à transcender tous les conflits, toutes les problématiques pour maintenir la paix et pour maintenir les liens à tout prix. Hein. D'ailleurs, je crois que
il y a assez peu de chefs de guerre qui soient des femmes, hein, finalement, si on regarde bien. Il y en a sûrement, hein, mais assez peu parce que ce qui va primer pour le féminin, c'est vraiment le maintien de la cohésion, le maintien du lien. Donc, je crois fondamentalement que le féminin conscient peut aider à la transcendance. Et quand je dis féminin conscient, je tiens à vraiment répéter ce que je disais tout à l'heure. Dans le féminin conscient, je mets aussi la rencontre avec le masculin conscient. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. C'est pas soit l'un, soit l'autre, l'un contre l'autre, l'un après l'autre. C'est une osmose, en fait, entre les deux qui permet d'accéder à cette transcendance. Tu parles dans ton livre de GPS. Tout à l'heure, tu me disais que tu aimais beaucoup les mots et c'est une expression que tu as, Ah tu as oui. créée. Donc, le guide de posture saine. Est-ce que Oui. tu peux nous dire quelque chose là-dessus en rapport avec le féminin conscient? Oui, tout à fait. Alors, le GPS, guide des postures saines, c'est une petite expression que j'utilise pour inviter les femmes à être lucides. Justement, lors de rencontres amoureuses ou de rencontres tout court, hein, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, justement parce que les femmes ont été longtemps coupées de ce GPS, du guide des postures saines, parce qu'on n'avait pas tellement le choix, hein, de toute façon, de rester ou de partir. Aujourd'hui, nous avons ce choix-là, nous avons accès à l'autonomie. Le guide des postures saines est basé sur l'écoute justement de ses ressentis, de son intuition, qui nous dit souvent, qui nous alerte, hein, souvent quand il y a des dangers, des menaces, et que nous n'écoutons pas toujours pour de mauvaises raisons, peur d'être seule, peur de se faire des idées, peur de ne plus être aimée, peur de, je ne sais pas, il peut y avoir peur de perdre son travail. Et j'invite beaucoup vraiment les femmes à retrouver le chemin de l'intuition. Notre intuition, c'est une forme de sagesse ancestrale. C'est non seulement une partie précise dans notre cerveau, mais c'est aussi la sagesse de toutes les femmes avant nous et de toutes les expériences vécues avant nous. Et nous avons cette aptitude-là à repérer des incohérences dans les signaux subtils, c'est-à-dire tout ce qui concerne la communication non verbale. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, depuis la nuit des temps, les femmes doivent être capables de lire la communication non verbale des bébés pour maintenir leur sécurité. Et par conséquent, le guide des postures saines, eh bien, c'est voilà, quand on rencontre quelqu'un, si on sent qu'il y a des incohérences dans les propos, que la personne nous crée un inconfort quand elle s'adresse à nous, qu'elle essaie de nous soumettre, par exemple, hein, d'instaurer un rapport de force, eh bien, ne pas négocier avec ça. Ne pas trouver des excuses, des compromis. C'est vrai que nous, les femmes, depuis la nuit des temps, on doit négocier tout le temps. On doit faire des compromis, on doit négocier avec nous-mêmes, avec voilà. Et aujourd'hui, j'invite les femmes dans le guide des postures saines à ne pas trop négocier ce que leur dit leur intuition. Et surtout, justement, à être très, très conscient de leurs besoins fondamentaux. C'est-à-dire que, par exemple, si on se trouve dans un contexte relationnel où plus de 50% de nos besoins fondamentaux sont insatisfaits, voire niés par quelqu'un d'autre, ben j'invite chacun à se repositionner, voire à sortir de la relation, en tout cas à rester très consciente que ça ne sera peut-être pas une relation épanouissante, nourrissante. Voilà, hein. C'est très important d'écouter ces signaux pour éviter, par exemple, de vivre des épisodes de violence, de rabaissement, d'humiliation, de harcèlement, puisque je parle hein, de ces problématiques dans mon livre. Voilà. Donc, le féminin conscient vise aussi à restaurer ce guide des postures saines. L'intuition ne se trompe jamais, finalement, dans ce que tu dis, peut-être. Jamais. Jamais. C'est vrai que je le voyais alors pour un sujet beaucoup plus léger quand j'enseignais et je pense qu'on l'a tous vécu plus ou moins ça. Hein. Très 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 souvent lorsque je corrigeais des copies, en rendant les copies surtout, les élèves me disaient ils avaient fait comme une faute et puis chaque fois l'élève me disait oh mais j'avais une première idée, j'ai pas écouté ma première idée, j'ai changé après. Et dans 99% des cas, c'était la première idée la bonne en fait. Et l'intuition ne se trompe jamais. Ce qu'il y a, c'est que le mental renégocie après. Souvent, on se dit, ah non, finalement, c'est quand même pas très, très rationnel, très raisonnable. Or, si l'intuition, effectivement, ne nous trompe pas parce que l'intuition,
ce sont nos capteurs sensoriels qui nous parlent. Et les capteurs sensoriels, donc les sensations, sont ce capteur sensoriel, c'est le premier vecteur d'information sur l'extérieur. On capte toutes les informations de notre environnement d'abord par le corps. C'est animal en fait. Ensuite, deuxième instance, ça monte jusqu'au cortex. Et ça monte et ça va être interprété par le cortex, c'est-à-dire le mental, la sphère cognitive, qui va fouiller dans tout son disque dur pour voir ce qu'il connaît d'apparenté. Il va nous donner une conclusion. Et en fonction de cette conclusion, nous allons avoir une émotion. L'émotion, c'est une énergie qui nous permet de nous adapter tout simplement. C'est une énergie qui ne va pas durer très longtemps. C'est comme une pulsion qui vient, qui nous permet de nous adapter. Et en dernier ressort, on va avoir un certain comportement, une certaine communication, ce que j'appelle l'énergie. Donc ça redescend dans le corps. Et donc ça commence par le corps, ça finit par le corps. Donc la vraie sagesse, la vraie intelligence, elle est sensorielle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille beaucoup sur l'hypersensibilité, qui est un haut potentiel sensoriel. Et donc les femmes hypersensibles, elles ont une grande chance parce que alors elles ont une intuition extraordinaire, tout comme les hommes hypersensibles d'ailleurs, mais l'hypersensibilité, ce sont des capteurs sensoriels qui sont à peu près 4 fois plus actifs, 4 fois plus puissants que la moyenne, et qui nous amènent donc beaucoup d'informations. Alors après, c'est le mental qui s'embrouille. C'est pour ça que l'hypersensibilité, c'est parfois difficile à vivre parce que là-haut, lui, il s'affole, il ne sait pas trop bien quoi faire de toutes ces sensations. Mais en réalité, c'est vraiment une richesse, c'est un trésor. Et donc, lorsqu'on est hypersensible, justement, c'est très important de ne pas trop renégocier ce que nous dit cette petite voix qui sait bien avant notre mental quelle est la bonne position pour nous, quel est le bon comportement à adopter. Et c'est même une hypersensibilité, c'est même presque, ça nous donne presque des prémonitions. On peut le voir chez les enfants hypersensibles et ceux qui nous écoutent et qui sont hypersensibles comprendront de quoi je parle. Quand on est enfant, eh bien, l'hypersensibilité va nous amener à avoir cette sensation parfois d'avoir déjà vécu un moment. On dira, j'ai déjà vécu ça. Et en fait, cette impression de déjà vécu, certains chercheurs se sont rendus compte que c'était les capteurs sensoriels qui étaient tellement actifs, qui prenaient tellement d'indices dans l'environnement qu'ils sont capables de constituer la réalité un tout petit instant avant que ça arrive, en fait. Et cette petite anticipation donne cette sensation de déjà vécu, déjà vu. C'est formidable. Sacrée compétence, hein. Ouais, c'est clair. J'avais envie de t'interroger sur quelque chose dont tu as parlé précédemment, en fait. Tu as dit à plusieurs reprises que le féminin conscient ne s'entendait pas sans le masculin conscient réciproquement. Et ça m'évoque la notion de mariage intérieur. Est-ce que ça te parle? Ah oui, oui, bien sûr que ça me parle. Ça me parle. Je crois que l'école jungienne parle même de mariage sacré. En fait, ce mariage qui se produit à l'intérieur entre le masculin et le féminin, en fait. Et oui, oui, bien sûr, c'est un mariage intérieur. Et dans cette mouvance-là, dans cette approche-là, on considère que les problématiques récurrentes que l'on peut vivre dans un couple sont celles du couple intérieur, en fait. On projette dans le couple les alliances ou au contraire les mésalliances intérieures. Et ça se fait beaucoup. Alors, vous êtes plus spécialiste que moi en la matière, donc n'hésitez pas à me corriger, mais il me semble que cet animus, ce masculin qu'on va internaliser, il se produit un petit peu dans l'enfance en fonction des modèles masculins qui nous entourent, les pères, les grands-pères, les frères, les oncles, et puis aussi l'époque, puisque nous sommes aussi collectivement imprégnés d'une époque sur le plan sociétal. Par exemple, les femmes de ma génération, nous sommes très imprégnés de cette école qui nous disait soyez indépendantes, attention aux hommes, etc., méfiez-vous. Donc, sur le plan collectif, ça a donné pas mal d'archétypes, les archétypes étant des facettes du féminin, ça a donné pas mal d'archétypes basés sur les Amazones. Donc, ces femmes qui repoussent un peu le masculin, en tout cas qui le tiennent à distance. Voilà, et donc, si à l'intérieur, il y a une espèce de méfiance entre le féminin et le masculin et que l'alliance ne s'est pas créée,
il me semble que ça peut être compliqué de la projeter à l'extérieur. Et donc, c'est très intéressant aussi de regarder un petit peu ce qui se produit dans les couples que nous vivons, les différentes phases, les différentes histoires, pour voir est-ce qu'il y a un dénominateur commun, comment sont ces couples, et de voir est-ce que ça correspond à ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. C'est très important, je crois, pour les femmes. Et alors, je parle peut-être plus pour les femmes de mon âge, mais peut-être que dans les nouvelles générations, ça change. En tout cas, de porter, euh, de porter un regard d'amour sur l'homme en tant que principe, sur le masculin en tant que principe, et de voir aussi toutes ces qualités, tout ce qui peut être en coopération avec le féminin conscient. On a quelque chose de formidable à faire ensemble, hein, les femmes et les hommes. Hein, donc l'alliance de ces deux principes, ça donne une très grande puissance. Donc je crois que recréer ce mariage intérieur, on le fait hein, en visualisation. On fait des petits rituels, on fait des noces comme ça. On fait le mariage sacré pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette énergie-là et pouvoir peut-être faire évoluer les histoires d'amour à l'extérieur qui se produisent et qu'elles soient peut-être plus pacifiées, en tout cas plus conscientes. Là, tu viens d'évoquer à nouveau un exercice et tu en as, enfin, tu as parlé de différents exercices pendant cette présentation, ce qui ne m'étonne pas parce que c'est une des caractéristiques de ton livre. Donc, Oui, je vais le montrer, voilà, Femme éclairée, femme merci éclairante, Sabrina. qui est magnifique. J'ai Merci. découvert pendant mon love coaching, on me l'a conseillé et depuis, je le conseille beaucoup. Tu proposes vraiment une série d'exercices et je dirais que la valeur ajoutée de cette partie-là, c'est que il y a une vraie réflexion parce que parfois un exercice peut être vite proposé et là il y a un vrai continuum avec différents exercices qui se terminent parfois par un rituel et donc ça permet vraiment au lecteur ou à la lectrice de faire comment dire, de rapprocher toute ta réflexion personnelle à sa propre réflexion. Et je trouve que c'est vraiment, il y a quelque chose de très fluide et de très enrichissant dans ton livre que j'ai à nouveau beaucoup apprécié, et Guillaume aussi. Merci à vous deux, vraiment merci. Et c'est vrai que c'était un petit peu l'optique. Alors d'une part autobiographique parce que j'accueille et j'écoute des personnes qui viennent me voir au cabinet depuis 11 ou 12 ans, qui se livrent et qui ouvrent leur intimité. Je trouve que c'est un témoignage de confiance extraordinaire. Et je me sens vraiment honorée à chaque fois que quelqu'un vient s'ouvrir à moi comme ça. Et que je trouvais que c'était important de rendre l'appareil et de dire, bah, déjà, pour moi, ça a toujours été un message important que de dire, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est exempt de défis ou qu'on est, voilà, que tout va bien tout le temps ou qu'on a eu un parcours sans problématique. Je crois que ça permet de rejoindre aussi les personnes qui viennent se confier à nous, de dire on est tous ensemble, on a tous des parcours de vie avec ces défis, ces choses extraordinaires. Et donc, c'était une façon de rendre un petit peu ça. Et puis, d'autre part, effectivement, les exercices, parce que c'est vraiment l'esprit de la thérapie comportementale que de proposer un chemin de réflexion, des exercices pratiques, des lectures qui vont amener la personne à une autonomie. Hein, l'idée, c'est pas effectivement de cheminer pendant des années et des années, c'est plutôt de donner des outils, d'enrichir la boîte à outils pour que les personnes puissent s'emparer de l'exercice et puis s'approprier aussi hein, voilà, l'esprit de l'exercice et faire le lien avec des phases de vie parce que j'ai pu noter en accompagnant beaucoup de femmes que selon les phases de vie, nous avions des défis similaires, en tout cas, pour chaque période. Alors, ça m'intéressait d'en parler. Je suis toujours heureuse et touchée quand une femme me dit ah, mais oui, j'ai pu faire le lien avec telle période de ma vie, telle chose que j'ai vécue. Donc, j'ai essayé de travailler vraiment sur des défis qui peuvent se retrouver dans beaucoup de parcours de vie. Donc, je suis très touchée quand on me dit effectivement que les personnes ont pu faire le lien avec leur vie et faire l'exercice et que ça avait du sens. J'en suis ravie. Alors, à propos d'exercice, Valérie, tu nous as préparé un petit exercice en bonus pour les auditeurs du Congrès Vraiment Conscient. C'est ça? Tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai préparé un petit livret qui permettra, justement un peu dans l'esprit du livre, d'entamer une réflexion à travers des questions et des petits exercices ludiques qui permettent de cheminer vers la question des besoins fondamentaux, de commencer à s'interroger sur ce socle des besoins fondamentaux. Voilà, pour cartographier un petit peu cet univers intérieur si important pour l'équilibre psychique et pour le féminin conscient. C'est ça, les besoins fondamentaux, c'est le point de départ pour aller vers son féminin conscient, d'une certaine manière. Tout à fait. Ok, Voilà, super. dans mon approche en tout cas. Merci pour cette présentation magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur la thématique qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'aborder au travers des questions que l'on a posées sur... Ce que je souhaiterais dire, c'est peut-être souligner. Alors d'abord, merci pour vos questions parce que je pense on a pu visiter beaucoup d'aspects. Je pense que voilà, nous avons pu vraiment explorer. Ça rejoint un petit peu mon goût pour l'exploration. On a pu explorer plein d'aspects et je dirais vraiment, j'ai envie de souligner le côté la résilience dont on a beaucoup parlé et dire à toutes celles qui se sentent peut-être très très loin du féminin conscient. Parce elles traversent une phase difficile, que c'est important aussi dans le féminin conscient là, d'avoir beaucoup de douceur envers soi. La douceur, ça fait partie du principe féminin, de ne pas se mettre de pression, pas d'injonction, ne pas se comparer aux autres. En intelligence émotionnelle, dans le travail en intelligence émotionnelle, on appelle cela la méthode des petits pas. Hein, on fait le plus petit pas accessible pour soi. Ça peut commencer juste par se faire du bien à son corps, commencer à se poser quelques petites questions. Et chemin faisant, comme ça, on brode un petit peu cette introspection jusqu'à rejoindre ce féminin conscient. On y arrive toujours, mais chacune à son rythme. Merci Merci. d'avoir précisé ça, ça me Merci, semble merci. vraiment, vraiment important. Oui, merci à vous de m'avoir donné l'occasion de faire ce partage avec vous.